Les gars, Béa n'a pas encore fini de souffrir avec Simo. Parce que là, ces deux, ils me fument sa race. Je vous explique le truc. Puisque Simo avait clairement dit à Béa que tant qu'elle ne le rembourse pas son argent ou alors ne lui fasse un enfant, elle ne s'en ira pas de la chambre d'hôtel où il est. C'est donc comme ça que Béa met plusieurs stratagèmes en place afin que Simo la libère. Mais Simo est ferme sur sa décision. Elle ne sortira pas tant qu'elle n'a pas fait un enfant. Béa, qui avait toujours son téléphone, appelle dans la police et demande l'aide à ceux-là. Lorsque Simo apprend donc que sa chérie Béa a appelé la police pour que ceux-là viennent la sauver, Simo se déguise carrément en femme. Mais ce gars, il me fume encore et encore. Il se déguise en femme, il évanouit Béa et il passe devant les policiers. Il dit aux policiers que c'est sa soeur et qu'elle est en train de confuser, elle est en train de l'amener à l'hôpital. Il fuit donc devant les mêmes policiers Ipedongo pour aller se cacher dans notre endroit avec Béa. Mais vous vous rendez compte du stratagème de ce Simo? Il est décidé à faire en sorte que cette Béa fasse un enfant avec lui. Et lorsqu'ils arrivent dans un nouvel appartement où ils sont allés se cacher, Béa se réveille donc puisqu'elle était évanouie et tout. Elle demande à Simo, mais tu dis que tu m'aimes, pourquoi tu me fais autant souffrir? Simo dit cache à Béa que madame, il t'a dit que tant que tu n'accouches pas l'enfant, ou alors tu ne me rembourses ton argent, on va seulement rester ici ensemble. Donc sache que tu vas passer 9 mois sans voir aucun membre de ta famille. Simo, c'est vraiment un cas. Et de l'autre côté, dans les entreprises Barga et compagnie, Bill a bel et bien été limogé. Il n'est désormais plus le chef de l'entreprise Barga et compagnie. C'est donc comme ça que M. Barga demande à M. Kandem d'annoncer la personne qui va bien sûr succéder à Bill à la tête de l'entreprise. M. Barga appelle donc le nom de Alice, la deuxième femme de M. Barga. C'est donc elle qui va devenir la nouvelle patronne des entreprises Barga et compagnie. Et bien sûr, Harold, son mari, il est contre le fait que sa femme n'ait pas été du même avis que lui et a succédé son propre frère à la tête de l'entreprise. Il ne la félicite même pas. Mais Alice, elle s'en fout de ce que son mari Harold est en train de penser à ce moment. Elle vit son moment, sa gloire. Elle dit donc à tout le monde qu'elle est fière de prendre la tête de l'entreprise, qu'elle va faire en sorte que l'entreprise progresse et que peut-être même elle va augmenter le salaire de tout le monde. Elle ne connaît même pas encore les plans que son père, M. Barga, a derrière la tête. Lorsque Bill apprend donc que c'est sa propre petite sœur qui le succède à la tête de l'entreprise, mais il n'en revient pas, il est tellement fâché. Il débarque dans le bureau de sa sœur, il demande des explications. Il ajoute même à sa sœur que, petite sœur, je m'attendais à ce que tout le monde me fasse un coup bas pareil, mais pas toi. Tout le monde, pas toi, Alice. Alice dit que, mes grands frères, laisse les choses de je m'attendais pas que tout le monde... Là, on parle d'entreprise familiale. Je ne pouvais tout simplement pas faire en sorte que toi, mon grand frère, mette l'entreprise que papa a mis tant de temps à construire à terre. Bill est fâché, il ne veut même pas comprendre ce que sa sœur Alice dit. Il s'en va donc. Alice essaie même de le retenir, mais elle dit que, ah, pas toi. Elle se rappelle quand son père disait que, ma fille, sois forte, parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves sur ton chemin. Elle laisse donc Bill partir, s'assoit dans son bureau, elle continue à signer ses documents. C'est la nouvelle Lady Boss. Mais pour vous dire vrai les gars, Monsieur Barga, il a chaud avec Anna. Lorsque M. Barga revient dans du bureau, il est dans son salon en train de causer avec sa dulcinée, sa belle femme Madame Barga. Il est en train d'expliquer comment ça s'est passé, comment c'est Alice qui est désormais à la tête de l'entreprise lorsque son téléphone sonne. Devinez qui est à l'autre bout du fil, c'est bien sûr Anna. M. Barga fait comme s'il ne comprenait pas, il fait genre allô, allô, allô. Il profite donc pour aller dehors causer avec Anna. Anna dit à M. Barga que, mais M. Barga, tu m'as fait venir en Italie disant qu'il faudrait que je m'éloigne pour que tu me mettes à la tête de l'entreprise. Et maintenant, j'apprends que c'est ta fille qui est à la tête de l'entreprise. Moi, je vais rentrer parce que ma fille me manque et je ne suis pas ton jouet. Monsieur Barra commence à l'embrouiller pour dire que non, ne t'inquiète pas. Tu es en train de mettre la machine en place pour que tu puisses venir prendre ta place sans souci et tout et tout. Lorsque Monsieur Barga est en train de causer avec Anna au téléphone, Madame Barga le surprend. Mais vous connaissez Monsieur Bargao, c'est un menteur patenté. Il fait comprendre à Madame Barga que non, il est en train de causer avec sa fille Alice. Il est en train de donner les conseils de la féliciter. Jusqu'à ce qu'il demande carrément à Madame Barga qu'il faut aussi appeler les enfants et il faut les féliciter de temps à autre parce qu'ils sont en train de faire un très bon travail. Mais Monsieur Barga, mais quand est-ce qu'il va changer ce gars? Les gars,
J'étais sûr que Ekin d'ici là était amoureuse de Paul. Que si tout ce qu'elle faisait comme si elle aimait trop Kim, c'était justement parce qu'elle cherchait les voies et moyens pour se mettre avec Paul sans que personne ne vienne la déranger. C'est pour ça qu'elle a fait en sorte que Kim rentre avec Austin. Mais je ne vous dis pas, elle s'est carrément mis en couple avec Paul. Ils se sont mis les mots doux, ils sont dragués mutuellement. Parce que Paul voulait rentrer dans son pays. Apparemment, il n'est pas camerounais et il voulait rentrer dans son pays. Mais Ekindji l'a dissuadé. C'est pour ça que Ekindji a carrément dissuadé Paul. Elle a dragué Paul. Et quand Paul c'est un homme, vous connaissez les hommes. Il ne peut pas voir la proie et il laisse. C'est comme ça qu'il dit à Ekindji que oui, c'est vrai, ils sont tellement fusionnels, ils ont tellement de choses en commun. Ce qui est sûr, s'ils se mettent en relation, ça va super bien marcher. C'est comme ça que bam, on les retrouve dans le lit. Qu'ils ont déjà parti faire les choses de papa et maman. Mais Ekindji, qui es-tu réellement? Moi je pensais que Ekindji aimait Kim et tout. Mais en fait elle était en train de chercher son propre intérêt. Parce qu'elle ne voulait pas que l'homme de sa vie, l'homme qu'elle aime, la passe entre les doigts comme ça. Elle a mis tout le stratagème en place. Et là, voilà qui vit maintenant son amour pur, son amour qu'elle a toujours voulu vivre. Moi, je suis tellement fier pour elle et je les souhaite très bonne relation, même si c'est le film. Je les souhaite de très bien vivre ensemble et de s'aimer jusqu'à ce que l'amour leur sépare. Les gars, c'est fait. Il n'y a plus rien qui peut changer. Cette fois-ci là, Piwele est bel et bien amoureux de Miranda et rien ne pourra plus changer entre eux. Parce que figurez-vous que Piwele est en train de voir la télévision, un débat politique et tout. Et vous voyez Miranda qui donne des idées brillantes jusqu'à ce que Piwele se lève, il part carrément s'asseoir à côté de Miranda. Il prend Miranda dans ses bras, il fait des bises à Miranda. Miranda qui est là, qui caresse son ventre, qui parle comme une européenne, une fille civilisée de la ville et tout. Mais l'amour qui est entre eux, quand tu vois Piwele des temps-ci là, tu vois ses yeux, le regard, il y a tellement d'amour à l'intérieur. Jusqu'à ce que Piwele va voir sa maman, il dit à sa mère que il n'est pas encore vraiment prêt à se marier, mais qu'il veut quand même aller voir les parents de Miranda pour faire comprendre à ceux-ci que Miranda vit désormais avec un homme et qu'elle est enceinte de celui-ci. Bref, qu'il veut faire les choses bien. Vous voyez, et la mère de Piwele est tellement heureuse d'apprendre que son fils veut enfin se caser. Mais moi, j'ai toujours du mal avec cette scène, avec la scène où Miranda est en train de jouer avec Piwele. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette scène, on montre un peu que la femme africaine dans sa beauté, dans son essence naturelle, n'est pas du tout belle. Alors que c'est pas le cas en fait. La femme est belle, qu'elle soit cultivée ou pas, elle est belle. Parce que là, on nous donne l'impression que pour être une vraie femme, il faudrait être moderne à l'occidental, avec du make-up, des faux cheveux et tout. Et ça me fait tellement mal, ça me rend triste. Bref, c'est le film en fait. Les gars, on dirait que Kim n'aura jamais le bonheur dans son foyer. On dirait que celle-ci là, elle est emmenée à souffrir encore et encore. Qu'est-ce qui se passe? La maman de Kim, en apprenant que sa fille est de nouveau enceinte, vient donc la rendre visite dans sa maison. Kim est à la cuisine en train de bouillir de l'eau. Elle voulait faire le couscous. La maman de Kim et Kim se mettent donc à chanter, à danser à la cuisine. Elles se réjouissent de la nouvelle grossesse de Kim. Lorsque la marmite qui était au feu, bref, Kim en dansant, elle fait donc un faux mouvement et elle bouscule la marmite qui était au feu, la marmite d'eau bouillante. Et l'eau se renverse sur le visage de Kim. Kim se retrouve donc à l'hôpital avec plein de plaies, avec des cicatrices, un gros bandage. Bref, on dirait que Lola l'a vraiment défigurée et que ça va la rendre super moche. C'est donc comme ça que même lorsque Austin vient d'en rendre visite à sa femme, il découvre son nouveau visage avec les bandages. Mais il est tellement triste. Il se met à pleurer. Il dit que la femme de qui, mon Dieu, la femme de qui va avoir tellement de brûlures sur la face. Donc moi je me dis qu'il n'est même pas prêt à accepter que sa femme soit défigurée en fait. Parce que la manière de sa réaction prouve que lui là, nada, il ne veut pas que sa femme ait un visage qui a été abîmé par quoi que ce soit. Et je suis tellement triste pour Kim parce que je pense que Austin va de nouveau l'abandonner. Et dans une autre scène, Kim se met à avoir des douleurs au ventre. On dirait qu'elle va carrément perdre son enfant. Et là, c'est vraiment pas bien pour elle. Parce que si elle perd son enfant, je suis sûr que Austin va l'abandonner. Il ne peut pas supporter un mauvais visage et un enfant perdu. Là, c'est mort pour Kim, vrai. Les gars. Mais pas si.
Je sais pas pourquoi, mais je déteste la scène que j'ai vue là. Je déteste, j'ai pas aimé. Parce qu'elle a carrément ouvert sa structure pour aider les couples et tout et tout. Sa structure qu'elle parlait là, donc elle devait aider les couples à mieux s'entendre. C'est donc comme ça que lors de la première réunion, le mari de une des femmes qui est là, dans l'époux de une des femmes, l'une des participantes débarque là, il tire dans sa femme, il l'amène dehors, il dit qu'il ne veut plus la voir là-bas. Passy court dans les rejoindre dehors pour comprendre ce qui se passe. Le monsieur explique à Passy que voilà, sa femme est stérile, elle n'arrive pas à faire d'enfant et lui il est allé dehors faire un enfant et depuis sa femme sa femme ne supporte pas et il souffre de ça dans son foyer. Passy se met donc à aller faire du ceci, elle donne des conseils, mais c'est tellement du récit en fait. Même les deux autres acteurs là, c'est du récit pur et simple. C'était tellement du récit que ça donne un goût un peu réchauffé à la série. Bref, j'avais un peu mal quand je voyais ça parce que ça n'avait pas le truc en fait. C'était trop de récitation, trop de trucs préparés. Moi, je trouve que Passy, on la voit un peu trop dans cette série. Elle joue tellement de rôles à la fois et là, moi, ça ne me plaît pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes impressions que moi sur tous les rôles que Passy joue actuellement. Les gars, Papa Loco, c'est un cas. En fait, Sophie et Papa Loco se rendent à la police puisqu'on les a appelés pour dire qu'on a retrouvé leur sœur Béa. Malheureusement pour eux, on les informe sur place qu'ils croyaient avoir trouvé l'hôtel, enfin ils croyaient avoir trouvé Béa, mais une fois qu'ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont vu que Béa n'était plus là avec Simon, qu'ils avaient fui. C'est donc comme ça que Papa Loco se met donc à se discuter avec les policiers là-bas, jusqu'à ce qu'il prend son bâton, qu'il arrête son bâton des ancêtres là, et il tape les policiers avec. Il a tapé un inspecteur et il a tapé carrément le commissaire. Papa Loco, il est dans les vrais problèmes là où il est là. Parce que il ne veut rien comprendre. Il pleure sa fille Béa. Il pleure seulement. Je me rappelle quand il a tapé un des commissaires là, quand il a tapé un des policiers, le policier dit que mais tu viens de taper un homme en tenue en fonction. Papa Loco réplique que mais tu viens de part, tu parles mal à un homme traditionnel, chef de famille notable. Il dit mais il m'a trop fumé en fait. Les amis, on est là à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.